Des nouveaux équipements inaugurés aujourd'hui à Douala par les soins du ministre délégué à la présidence en charge de la défense. Il s'agit dans ce renforcement du système de surveillance maritime, des équipements nouveaux et sophistiqués, comme vous pouvez déjà le voir dans ces images. Le Cameroun entend ainsi mieux s'équiper pour la protection de sa partie maritime. Et puis les élections sont annoncées au Gabon, les législatives, et on apprend justement que la coalition d'opposition n'est pas défavorable quant à sa participation à ce scrutin. Jean Ping pourrait prendre part à ces différentes élections après naturellement les blocages et autres observés pendant la présidentielle, ce qui devrait annoncer au Gabon des chaudes empoignades autour de ces législatives. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Du sport à l'ouverture de cette édition du journal, avec d'abord la qualification de l'équipe nationale du Cameroun féminine pour la finale de la Coupe d'Afrique de volleyball qui se joue ici à Yaoundé. Les Lions viennent de remporter leur match de demi-finale face à la sélection sénégalaise. On aura dans les toutes prochaines minutes en direct du Palais Polyvalent des Sports Étienne Mbala. Mais avant cela, vous le savez désormais, Rigobert Song-Banak n'est pas mort. De folles rumeurs et de fausses informations circulent depuis quelques heures à travers les réseaux sociaux annonçant le décès de l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, actuellement entraîneur de la sélection A' du Cameroun, cette sélection qui prépare d'ailleurs la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations. Le Chan Rigo est bel et bien en vie et en bonne santé. Il participe d'ailleurs à la préparation de son équipe, mais également aux activités liées au tennis. Nos confrères de Vox Africa sont rentrés par téléphone en contact avec Rigobert Song-Banak, d'abord amusé, mais qui en arrive à condamner quand même cette attitude, tout en nous présentant le plan de préparation de la sélection A' du Cameroun. Je propose d'écouter Rigobert Song-Banak dans cet entretien obtenu par nos consoeurs de Vox Africa. Ah, vraiment, moi, je préfère te dire que ça ne peut que me faire rigoler, parce que je suis moi aussi, c'est les mêmes informations que j'ai comme toi. Alors, un mort, je pense pas qu'un mort peut parler. Donc, je suis moi aussi très étonné d'apprendre cette situation depuis ce matin. Donc, non, c'est pour dire qu'il faudrait que les gens arrêtent si c'est une façon de s'amuser à dire des choses sans qu'ils aient des preuves. Il faut faire très attention parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Si c'est une mauvaise façon de pouvoir communiquer, je pense que ça vaut la peine de se rapprocher des gens qui ont plus d'informations et de faire connaître exactement de quoi il s'agit. Pour le moment, je suis en pleine préparation de mon chant, donc je prépare un stage qui commence le 22 de ce mois jusqu'au 13 du mois prochain. Donc j'ai un championnat très important. Donc avec la grâce de Dieu, je pense qu'on va pouvoir faire un résultat positif pour la Coupe d'Afrique des Champions. Voilà donc pour ce qui est de l'information, Rigobert Song-Banak est en super forme pour utiliser une expression sportive. Le sport, c'est cette brillante qualification de l'équipe nationale de volleyball féminin face à la sélection sénégalaise. Il y a de cela quelques minutes au Palais Polyvalent des Sports. On parle de 3-7-0, victoire avec panache pour cette finale. Étienne Mbala a suivi cette rencontre depuis le Palais Polyvalent des Sports. On va tenter de le joindre. Étienne Mbala, c'est donc une qualification obtenue par l'équipe nationale du Cameroun. Quelle est l'ambiance actuellement au Palais Polyvalent des Sports? Donc une brillante qualification des Lions indomptables du Cameroun de volleyball de 3-7-0. C'est une ambiance surchauffée ici même, c'est la fête avec l'ensemble des Lions et le public qui a répondu massivement dans cette autre rencontre des demi-finales. C'était la deuxième justement puisqu'en levée des rideaux, le champion en titre, le Kenya, justement a vite fini avec l'Égypte sur le même score de 3-7-0 également, les Lions indomptables du Cameroun. Et du coup, il fallait 2 tickets, notamment pour le prochain mondial qui va se tenir donc au Japon en 2018. Les Lions en feront donc bel et bien partie avec notamment le Kenya, les 2 représentants africains donc qui vont se retrouver du côté du Japon. Il faut donc noter que pour ce qui est de la
la rencontre, elle a bien commencé, notamment avec ce premier set remporté par les Lions qui ont su démontrer leur efficacité 25-19. Le deuxième set, un peu plus difficile, n'a pas du tout effrayé la formation de Jean-René Akono, l'entraîneur des Lions, qui va les gagner par 25-20. Il a fallu donc aller au tie-break pour le troisième set, alors que le Sénégal est revenu de la plus belle dernière dans cette rencontre avec l'aide du public et d'un public magnifique. Les Lions vont notamment réussir à emporter donc ce troisième set, mais de manière difficile, 27-25, donc 3-7-0, victoire qui les amène donc en finale face au Kenya demain 18h. Le Kenya, donc je l'ai dit, champion en titre, qui a donc formellement éliminé l'Égypte, a enlevé des rideaux 7-0. Et il faut noter donc, comme je vous le disais, le Cameroun et le Kenya vont donc défendre les couleurs de l'Afrique au mondial du Japon. Ce sera donc en 2018. Mais pour cette finale, à écouter l'entraîneur du Kenya, il est venu à Yaoundé pour le 10e titre. Il ne sera donc pas question de perdre le titre. L'objectif étant de retourner au Kenya avec le trophée. Jean-René Akono tout à l'heure en conférence de presse a également riposté. Les Lions sont sur une montée croissante. On l'a observé depuis le premier match contre le Botswana. On monte justement en puissance et demain donc on pourra offrir cette toute première scan, ce tout premier trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball dames au Cameroun. Le Cameroun, on l'a dit, est à la recherche de son tout premier titre justement. Et c'est une rencontre de haute facture qui s'annonce donc entre les deux formations. Et l'enjeu est là, le public est une fois de plus convié massivement au Palais des Sports de Yaoundé, d'où la magie des ondes nous permet justement qu'on soit en liaison et en direct de Vision 4. Jean-Jacques. C'est une balade depuis le palais polyvalent des sports et cette brillante qualification de l'équipe nationale du Cameroun de volleyball féminin pour la finale demain donc face à la sélection kenyane. Les tenants du titre et les propos de l'entraîneur qui est venu au Cameroun pour remporter un titre supplémentaire. Déjà, les deux formations sont qualifiées pour le mondial du côté du Japon. Et pour rester dans les événements sportifs de ce week-end, cette apothéose de la Coupe d'Afrique de volleyball féminin, mais également l'apothéose du Tour international cycliste Chantal Bia. Ce sera également ce week-end. Déjà, la deuxième grande étape, Yaoundé-Bolova, c'était aujourd'hui. Et Clovis Goumzon Abesolo, le Camerounais, est désormais détenteur du maillot jaune de cette compétition, du moins pour ce qui est de ces 151 km entre Ebolova et Yaoundé. Pour d'autres sujets de sport, voici la fiche sportive du week-end. Maxino Tchabak. La Ligue de football professionnel du Cameroun vient de lancer à l'instant à Douala les couleurs du week-end avec la cérémonie LFPC Award 2017. L'événement qui récompense les meilleurs acteurs du championnat Elite 1 et Elite 2 qui se sont démarqués au cours de la saison. Après les trophées et autres distinctions, pas de repos, retour sur les terrains avec la Coupe du Cameroun qui va livrer ses 16e de finale. Certains matchs se joueront samedi à l'instar des rencontres Douala Athletic, Fovu Club de Baham au stade municipal de Melon. Puma FC et St. Peters of Boya ont rendez-vous au stade de la réunification à Douala. Le champion du Cameroun Eding Sport de la Liquier se déplace à Bafang pour rencontrer Léopard de Douala. Les autres matchs sont programmés dimanche, à l'exemple des Astres de Douala, Canon sportif de Yaoundé prévu au stade municipal de Bafang. Ou encore Yon Sport Academy qui va essayer de dompter Renaissance de Ngoumou au stade de la réunification à Douala. Et enfin, le suspense au foot du week-end viendra de Lagos au Nigeria. La Confédération africaine de football va choisir qui de l'Éthiopie, de la Guinée équatoriale ou du Maroc pour abriter le CHAN 2018. Certains observateurs voient déjà le Maroc gagner le pari de l'organisation. Le dossier du pays du roi Mohamed VI détient des arguments solides avec à la clé 4 stades prêts. Le week-end va se clôturer avec le Grand Prix cycliste international Chantal Bia qui va livrer sa 4e et dernière étape dimanche avec le parcours Samlima-Yaoundé long de 165 km. L'on découvrira par l'occasion le maillot jaune qui va succéder au Français Martial Roman, vainqueur de l'édition dernière. Sans oublier juste après la finale de la CAN féminine de volleyball au Palais des Sports de Yaoundé.
Autre sujet d'actualité, c'est cette révolution désormais dans la réalisation des chantiers routiers pour les municipalités. C'est le Parc national de matériel de génie civil, en abrégé MatGénie, qui se met désormais au service des différentes communes du Cameroun avec une approche qui permet aux communes de mieux réaliser ces travaux et à moindre coût. Le lancement de cette initiative, c'était aujourd'hui sous la présidence du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi Karinokomo. Au Cameroun, les communes ne disposent pas du matériel de génie civil adéquat et d'un personnel aguerri pour conduire efficacement les travaux d'entretien routier dans leurs différentes collectivités. Pour combler ce besoin, le Parc national de génie civil a mis en place une stratégie d'accompagnement des communes dans leur initiative d'entretien routier, la SACIR, officiellement lancée ce vendredi 13 octobre 2017 à Yaoundé. Les allocations qui sont mises à leur disposition seront mieux rationalisées parce qu'ils vont bénéficier de l'expertise de cet établissement. Ils vont bénéficier de cette expertise en termes d'équipement, du génie civil, mais aussi de ressources humaines capables de les orienter. En effet, cette stratégie répond à un besoin de rapprocher le matériel de génie civil des communes, mais également de mettre à la disposition des magistrats municipaux toute l'artillerie nécessaire à moindre coût devant leur permettre d'être efficaces dans leur intervention. Pour ce faire, le MatGénie a créé des brigades mobiles d'entretien routier qui seront affectés dans chaque commune durant toute la période de déploiement. Il est question d'amener les brigades dans les communes, juste le temps qu'il est nécessaire pour utiliser les ressources qui sont disponibles à ce moment-là. Une fois que les ressources ont été utilisées à bon escient, eh bien, les brigades vont dans la commune voisine pour faire exactement le même travail. Et pour les magistrats municipaux, cette initiative vient à point nommé. Le MatGénie est la seule société, il faut le dire, qui a les capacités et le professionnalisme nécessaires pour nous aider, n'est-ce pas, à faire l'entretien des routes. À travers cette action, le MatGénie entend ainsi alléger la tâche aux exécutifs communaux afin d'améliorer la qualité de nos routes ainsi que les conditions de vie des populations. Parlons sécurité à présent avec cette révolution dans le cadre de la surveillance maritime. Ce sont les centres opérationnels de surveillance côtière qui sont désormais inaugurés et opérationnels. Le lancement, c'était aujourd'hui à Douala sous la présidence du ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Joseph Betty. À son moment, à terme, ces équipements vont permettre aux forces de défense d'assurer une meilleure surveillance et de lutter efficacement contre la piraterie maritime. Michel Sirechungi. C'est une avancée notable que vient de connaître la surveillance maritime au Cameroun avec des centres opérationnels de surveillance côtière dont le démarrage officiel de l'exploitation a été lancé ce vendredi par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Il s'agit d'un système composé d'appareils sophistiqués. Des senseurs, radar, AIS, techniques, mais nous avons des senseurs qui nous permettent d'aller observer notre espace maritime, de collecter des informations, de les rapatrier à Douala et de les analyser et ensuite donc de conduire nos opérations. Contrairement à l'ancien système qui ne permettait pas d'avoir des données exactes, ce nouveau apporte un changement dans la conduite des opérations. On a décentralisé en fait nos moyens. On a déployé un centre de surveillance à Kribi qui permettra donc de piloter nos opérations dans la zone sud. À Douala, nous avons bien sûr un centre, celui qui a reçu la visite des autorités ce matin. À Limbi, nous avons également le même. Et les trois centres sont interconnectés. Donc, on a quand même la capacité depuis Douala de piloter tout. Il faut dire que les centres opérationnels de surveillance côtière ont été montés avec l'appui des États-Unis. Un appui qui s'étend dans la formation. Nous avons sélectionné quelques candidats qui avaient des potentiels qui nous semblaient. Donc, ils ont été formés sur place par une équipe venue des États-Unis. Et nous avons d'ailleurs prévu que cette formation continue et il y en aura certainement quelques-uns parmi qui vont certainement aller aux États-Unis suivre des formations encore plus approfondies. Donc. Dans son allocution, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, demande d'utiliser minutieusement ces appareils qui permettront de limiter la piraterie maritime qui sévit dans le golfe de Guinée.
Il faut dire que l'étape de Douala a suivi celle d'hier. Le ministre de la Défense était à Buea dans le cadre de l'évaluation du système de sécurité pendant la crise dite anglophone. Et il a rappelé aux uns et aux autres l'état de veille mené par les pouvoirs publics. Dans le cadre de la prévention également, allons parler des catastrophes naturelles. En cette journée consacrée à la lutte contre les catastrophes naturelles, la République centrafricaine développe également son idéologie et ses technologies. Le pays a connu également, comme la planète, les menaces et des attaques liées à ces catastrophes avec des conséquences, des inondations, pertes de bétail, dégâts dans l'agriculture, propagation des maladies entre autres, même si au niveau de la terminologie, là-bas du côté de Bangui, on préfère ne pas parler de catastrophes naturelles, mais plutôt de calamités naturelles. Amourazawono. Si le globe terrestre est en train de connaître des ébranlements de son existence, avec de nombreuses catastrophes naturelles que l'on enregistre chaque année, la République centrafricaine n'est pas en marche. Sauf qu'ici, les environnementalistes préfèrent leur donner un nom. Il n'y a pas de catastrophe naturelle ici en Centrafrique. En Centrafrique, il y a les calamités. Loin des ouragans, séismes, fonte des glaciers, le Centrafrique ces 10 dernières années a néanmoins connu des grandes perturbations, engendrant parfois des grandes inondations, la perte des bétails, la sécheresse et surtout la prolifération des maladies. En Centrafrique, qui sont les perturbations, les cycles, l'augmentation de la température, diminution de la pluviométrie dans certaines régions, quoi. Pour éviter ces impacts négatifs causés par ces phénomènes naturels, les mesures de riposte ont été envisagées par l'État centrafricain. Ici, au niveau du ministère, chaque année, il y a une journée nationale de l'arbre, dont on plante les arbres dans certaines régions qui n'y a pas beaucoup de grands arbres. Ça peut aussi stopper le vent violent qui peut venir d'un moment à l'autre. À l'occasion de la journée mondiale de prévention des catastrophes naturelles, à Bangui, comme dans ses environs, aucune activité visible. Mais reste qu'en dehors des mesures de riposte déjà entreprises, plusieurs campagnes de sensibilisation et de conscientisation à l'endroit des populations sur les bonnes pratiques et comportements respectueux de l'environnement afin de garantir un avenir meilleur de la vie dans les communautés en République centrafricaine. La menace étant globale, la riposte se veut également globale. Et c'est Brazzaville, la capitale congolaise, qui a été choisie pour la riposte de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Plusieurs ministres, plusieurs organismes et institutions chargés justement de la prévention des catastrophes se sont mobilisés là-bas. Il est question pour la CEAC de donner le ton et d'essayer de lutter efficacement contre ces catastrophes naturelles. Jean-Pierre Noah. Les troisièmes conférences ministérielles conjointes sur la réduction des risques des catastrophes sur la météorologie viennent de se tenir au Congo-Brazzaville. Une rencontre importante au regard des enjeux. L'événement de ce jour s'inscrit de ce fait dans le droit fil de la stratégie Afrique centrale de prévention des risques, de gestion des catastrophes et d'adaptation au changement climatique, instrument de mise en œuvre de sa politique générale en matière environnementale et de gestion des ressources naturelles, notamment dans les axes stratégiques susvisés. Il y a lieu de rappeler à cet effet que la deuxième conférence ministérielle sur la réduction des risques de catastrophes qui s'est tenue au mois d'octobre 2015 à Kinshasa avait adopté les recommandations de la 4e plateforme Afrique centrale pour la réduction des risques de catastrophes. Et rien que ça, mais la croissance économique, le changement climatique et d'autres phénomènes observés à l'échelle continentale, principalement dans la CEAC, entraînent une augmentation de la fréquence et de la gravité des catastrophes et même des situations d'urgence. Le continent reste vulnérable et 90% des phénomènes catastrophiques naturels sont de nature hydrométéorologique. Il existe un lien très étroit entre la catastrophe ou les catastrophes naturelles et la météorologie. L'accroissement fulgurant de la démographie en Afrique, l'exploitation non durable de ressources naturelles, la persistance des pratiques atropiques peu respectueuses de l'environnement. Le Congo, pays hôte de la rencontre, c'est que la région de l'Afrique centrale et même de la CEAC a toujours connu des catastrophes naturelles dues au changement climatique. La rencontre de Brazzaville doit donc mettre sur pied des mesures susceptibles de limiter les dégâts des catastrophes naturelles
en Afrique centrale. Le Congo a également son bateau médicalisé. Il a costé à Pointe-Noire il y a cela 3 jours. L'équipement est chinois, 600 médecins et infirmiers qui vont pendant quelques jours s'occuper de la santé des Congolais. Milliers de patients attendus. Le commandant de ce bateau humanitaire a été reçu en audience par le président Denis Sassou Nguesso du côté de Brazzaville. Pascal Ngandiaï. Le vice-amiral Gwen Bailing, commandant du bateau hôpital Arche de Paix qui vient d'accoster au port de Pointe-Noire dans le cadre de l'opération Harmonie 2017, a traduit auprès du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent depuis plus d'un demi-siècle le Congo et la Chine populaire. Aujourd'hui, matérialisé à travers des services médicaux et humanitaires gratuits que les 600 membres des équipes médicales chinoises, toutes spécialités confondues, à bord de son navire hôpital, vont administrer jusqu'au 18 octobre prochain à des milliers de patients congolais. Cette présence du navire hôpital Arche de Paix au port de Pointe-Noire traduit là l'engagement des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et Xi Jinping de Chine dans le cadre de la coopération stratégique globale entre les deux pays. C'est un voyage pour concrétiser notre coopération, porter à un niveau plus élevé notre amitié, rendre plus forte notre solidarité. Plus de 6000 consultations sont attendues à bord de ces navires équipés de matériel médical de haute technologie et à l'expérience très riche pour avoir parcouru plusieurs continents. À l'endroit de tous ces patients, nous allons organiser des consultations, nous allons faire des opérations pour des patients qui demandent un long traitement ou un traitement après opération. Nous allons les confier à des structures hospitalières de ce pays basées à Pointe-Noire. Après notre départ, nous allons rester en échange avec les professionnels de la santé de ce pays pour assurer une bonne suite. Rappelons que la République populaire de Chine est l'un des principaux partenaires du Congo dans de nombreux domaines, dont celui de la santé publique. Les femmes parlementaires de la francophonie, à travers le réseau des femmes parlementaires de la francophonie, sont à Yaoundé depuis quelques jours, vous le savez certainement, dans le cadre d'un projet vaste d'autonomisation économique de la femme. Cette autonomisation qui passe également par le système d'informatisation avec l'accès au TIC. À l'Assemblée nationale du Cameroun, l'arrimage des femmes en informatique était au menu au cours d'un atelier du réseau des parlementaires de la francophonie. Il entend mettre sur pied des moyens de faciliter l'apprentissage des TIC aux femmes à l'effet de réduire la fracture numérique entre hommes et femmes, avec pour exemple l'IAI, l'Institut africain d'informatique Cameroun, qui a exposé sur le succès des opérations bien connues au Cameroun, l'opération 100 000 femmes ou alors l'opération BIGEF 2035 qui connaît déjà un énorme succès. Florent Zanga. Le réseau des parlementaires francophones veut réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes en Afrique francophone. Ils ont échangé sur les moyens pouvant permettre la facilitation de l'accès des femmes au TIC majoritairement réduite par rapport aux hommes. Elles ont besoin de maîtriser l'outil informatique et les réseaux sociaux. Cela leur permet de fidéliser leur clientèle électorale, d'être en contact avec cette clientèle et surtout même d'avoir la possibilité d'être informé de ce qui se passe autour d'elles. Malgré les efforts fournis par les différents pays, la fracture numérique s'amplifie plutôt que de diminuer entre les hommes et les femmes, surtout avec la pauvreté ambiante qui frappe certains de ces pays. Et nous avons quand même les régions du nord du Mali qui sont des régions qui sont en crise. Les opportunités sont fermées pour les femmes parce qu'il y a des zones où l'État n'existe plus. Il y a aussi des zones où les ONG partenaires qui nous aidaient à faire l'alphabétisation des femmes ont quitté. Donc c'est quand même une difficulté à laquelle nous devons faire face. Le numérique est un vecteur de réduction de la pauvreté et peut permettre à la femme de s'autonomiser. L'Institut africain d'informatique, branche du Cameroun, l'a compris depuis les années 2000 et a mis sur pied plusieurs programmes visant à arrimer les femmes et les jeunes au TIC à travers l'opération 100 000 femmes et MIGEF 2045 en cours. À côté de la formation à l'utilisation de l'outil informatique, qui est également une initiation à l'entrepreneuriat et une initiation à la citoyenneté. Cela permet à ces femmes, lorsqu'elles sont formées, de ne pas déraper, de rester dans la juste cause de l'utilisation de l'outil informatique. 2 opérations à succès avec une forte implication des femmes. Mais au-delà de sa façade positive,
Le numérique constitue également un danger et y arrimer les femmes revient également à les sensibiliser sur ces dérives. Nous devons donner les outils à nos jeunes pour faire en sorte qu'ils ne soient pas des victimes ou tout simplement des auteurs de crimes qui sont très dommageables et pour un et pour l'autre. D'où l'appel des parlementaires à investir sur le numérique et beaucoup plus sur la femme afin que celle-ci s'intéresse davantage aux technologies de l'information et de la communication. Mettre un maximum de femmes à l'école des TIC, intégrer plus de femmes dans les projets de développement, donner plus de femmes dans les différents parlements. Le Gabon prépare également les prochaines élections législatives avec une interrogation sur la place qu'occuperont les femmes dans le Parlement gabonais. Mais attendant, le débat est sur la participation à la coalition de l'opposition. Va-t-elle être massivement représentée? Jean Ping pourra-t-il s'aligner ou alliera-t-il son parti politique pour cette élection? Jusqu'à présent, les premiers éléments d'information indiquent que le candidat malheureux à la dernière présidentielle pourrait se lancer à travers la coalition dans cette course au Parlement. Merveille Simo. La Cour constitutionnelle avait annoncé la tenue probable des législatives au Gabon pour avril 2018. Une date qui reste toujours incertaine jusqu'ici. Pourtant, la coalition de l'opposition, à l'instar de Ginzou Badama pour le Parti démocratique, Casimir Oyemba et Jean-Gaspard Toutoumé-Aï pour l'Union nationale, ainsi qu'Alexandre Boro-Chambrier pour Héritage et Modernité, ont décidé d'être de la partie et de s'inscrire dans la mouvance des élections législatives dans le pays. Mais pour Jean Ping, il n'est pas nécessaire de s'inscrire car il ne se considère pas comme président d'un parti. Néanmoins, il encourage l'opposition à se présenter en maintenant la forme de la coalition pour mieux glaner la victoire. Il estime également que l'opposition aurait pu remporter les législatives si la date de décembre 2016 avait été maintenue. Représenter majoritairement aux législatives aurait permis à l'opposition d'exercer son pouvoir, même si Ali Bongo était président. Un appel reçu de bonne oreille par les leaders de l'opposition. Face à une coalition qui tentera de conserver son unité jusqu'au scrutin, le parti au pouvoir pour se maintenir devra se mettre en ordre lors de son prochain congrès. Et puis dans l'actualité également, cette note triste, c'est le dernier voyage pour Charles Etoundi, le proviseur lâchement assassiné le 23 septembre dernier dans le département du Noun, région de l'Ouest. Son dernier voyage a été entamé aujourd'hui avec la mise en bière et levée de corps qui aura connu la participation d'un parterre important de personnalités, comme vous le voyez dans ces images. Et puis les hommages académiques, vous allez également le voir certainement avec ces images que nous propose la réalisation. Après la mise en bière, c'était l'étape consacrée aux hommages académiques au ministère des enseignements secondaires. Il totalisait, Charles Etoundi, 33 ans de bons et loyaux services et a reçu 2 distinctions à titre posthume, à savoir chevalier de l'ordre de la valeur et chevalier des palmes académiques. La dépouille du natif des Koumdoum par Bankomo séjourne en ce moment dans son village natal où il sera inhumé ce samedi. Parlons également de récompense cette fois-ci avec une nouvelle un peu plus heureuse. C'est le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, qui a présidé ce vendredi la cérémonie de remise des médailles d'honneur de travail au personnel de la National Financial Credit Bank. Organisée par NFC Bank, cette cérémonie vise à primer et à encourager les employés qui se sont distingués par leur travail remarquable au sein de l'entreprise. Ils étaient au total 167 récipiendaires à avoir été décorés des médailles en argent, en vermeil et en or. Gaël Njakam nous présente cette cérémonie. Ambiance chaleureuse, riche en son et en couleurs au Black Diamond ce vendredi pour accueillir le ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans le cadre de la remise des médailles d'honneur de travail au personnel de la NFC Bank. Cette cérémonie qui a vu la présence du gouverneur de la région du Centre et du directeur général de la NFC Bank vise à promouvoir les talents et les compétences des employeurs à l'honneur qui n'ont ménagé aucun effort pour la bonne marche des activités.
le gouvernement est venu célébrer les vertus de la réussite et par le dialogue. On n'a pas besoin de casser, on n'a pas besoin de brûler pour que les choses aillent bien. Au contraire, il faut que les Camerounais se mettent au travail. Ils sont 102 récipiendaires à avoir reçu les médailles en argent, 60 récipiendaires pour les médailles en vermeil et 5 récipiendaires pour les médailles en or. À travers cette remise des médailles, la NFC Bank, par la voix de son directeur général, voudrait reconnaître le professionnalisme, les mérites et l'abnégation de son personnel à œuvrer sans relâche pour la promotion de l'image de cette structure. Je suis un DG comblé parce que je vois le staff loyal, dévoué, et ils méritent amplement les médailles qu'ils ont eues aujourd'hui. Moi, je les demande, comme vous avez suivi, de continuer dans ce sens. Pour les heureux bénéficiaires, ce résultat n'est rien d'autre que le fruit d'un travail acharné pendant de longues années et de l'endurance dans les épreuves difficiles. Aujourd'hui est une étape pour ceux qui vont bientôt quitter la banque comme nous autres, et une nouvelle étape pour ceux qui viennent derrière nous, qui doivent suivre notre exemple. C'est vraiment une joie pour moi d'être vraiment honoré en ce jour pour le dur travail élaboré au sein de la NFC Bank pendant des années durant. Je suis reconnaissant aujourd'hui que l'État du Cameroun, à travers monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, me donne cette médaille de travail. Le ministre Grégoire Ouona, dans son allocution, a tenu à saluer la contribution de la NFC Bank à la réduction du chômage et de la pauvreté au Cameroun. Ceci de par la création des emplois et la formation des jeunes Camerounais. Il invite par ailleurs l'ensemble du personnel à préserver les bonnes relations afin de garantir un climat de paix et de sécurité au sein de l'entreprise. C'était aussi joyeuse aujourd'hui à Bafia, cérémonie d'installation du procureur près les tribunaux du chef de département du Mbam et Noubou. Elo Djassi, épouse Eteme Elanga, a été installée aujourd'hui. Cette magistrate aux qualités reconnues arrive dans un département aux multiples chantiers dont le principal est celui de l'insécurité qui est en forte recrudescence dans la ville de Bafia et dans le Mbam de façon globale. Face aux espoirs des populations, le nouveau procureur appelle à plus de collaboration. Mathieu Wamba revient de Bafia. En recevant aujourd'hui le nouveau procureur près des cours d'appel de première instance de Bafia et du Mbamenougou, Madame Djassi Elo Charlotte, épouse Eteme Elanga, la ville de Bafia était en fête. L'effervescence du palais de justice de Bafia cachait pourtant plusieurs préoccupations. Les populations de cette ville carrefour très cosmopolite fondent beaucoup d'espoir sur le nouveau procureur afin que les questions d'insécurité, de grande criminalité et de trafic de stupéfiants prennent fin. Je compte avec tous mes officiers de police judiciaire faire le maximum pour que la paix règne dans le Mbam et nous. Les populations également ne devraient pas être en reste parce que c'est avec leur collaboration que nous réussissons à mettre la main sur les criminels en général. Si le vivre ensemble est de mise, la sécurité sociale, elle, est remise en question, avec des faits divers, agressions et vols qui entachent la quiétude des populations. Face donc à toutes ces récriminations, le nouveau procureur et le préfet et toutes les autorités en charge du maintien de l'ordre ont du pain sur la planche. Si je n'ai pas vraiment une idée de ce que, n'est-ce pas, la dame qui est installée procureur a eu à faire, mais je crois que c'est des domaines qu'elle doit devoir attaquer. Et il y a ça, il y a aussi un peu ce que je peux appeler des litiges fonciers. Même si Madame le procureur, elle a plutôt insisté sur l'état civil, la préservation et le maintien de la nationalité dans un pays où la question est importante. Condamner quelqu'un qui n'est pas identifié, ce serait juger un fantôme qui pourrait réapparaître sous une autre identité. Première femme nommée à ce poste, la charge est ardue, mais le talent et les capacités de cette magistrate feront à coup sûr la différence dans ce vaste département.
De cette édition du 20h nous permet de parler culture et des grandes animations ce week-end. Manu Dibango est sur scène en ce moment même au Palais des Congrès dans le cadre de la célébration des 40 ans du Cerf de Tola, l'apothéose et la clôture ce sera demain. Coco Argenté du côté de Douala au Castle Hall des brasseries du Cameroun, entre autres artistes sur scène ce week-end. L'affiche culturelle du week-end de Visléouye. Après plusieurs jours d'activité, le 40e anniversaire du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines accueille ce soir, pour une soirée de gala au Palais des Congrès de Yaoundé, le saxophoniste Manu Dibango. L'événement, quant à lui, s'achève le 15 octobre prochain. Tout à côté, lancé le 11 octobre au monument de la réunification, le marché des musiques d'Afrique s'achève demain, 14 octobre, au Centre culturel camerounais, par un spectacle qui sera donné par Armand Billac. Coco Argenté et son Big Live Galaxy Tour déposent leurs valises ce samedi dès 13h au Castle Hall de Douala. Toujours à Douala, cette fois au cabaret Airo Puento, Hervé Nguebo est annoncé pour un show explosif. C'est l'événement annuel, le Big Show, qui fera danser tous les mélomanes d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Bien entendu, le Palais de la Culture verra défiler sur son podium, tour à tour, Loco et Mr Léo du Cameroun, Fanico du Bénin et Tour de Garde du pays des éléphants. Artistiquement, bon week-end à tous et à toutes. Bon week-end à tous et à toutes. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette édition du journal. Restez comme d'habitude fidèles au programme de votre chaîne de télévision Vision 4 naturellement. Bonne soirée. Donc, qui vont se retrouver du côté du Japon. Il faut donc noter que pour ce qui est de la rencontre, elle a bien commencé, notamment avec ce premier set remporté par les Lions qui ont su démontrer leur efficacité 25-19. Le deuxième set, un peu plus difficile, n'a pas du tout effrayé la formation de Jean-René Akouno, l'entraîneur des Lions, qui va les gagner par 25-20. Il a fallu donc aller au tie-break pour le troisième set, alors que le Sénégal est revenu de la plus belle dernière dans cette rencontre avec l'aide du public et d'un public magnifique. Les Lions vont notamment réussir à emporter donc ce troisième set, mais de manière difficile, 27-25, donc 3-7-0, victoire qui les amène donc en finale face au Kenya demain 18h. Le Kenya, donc je l'ai dit, champion en titre, qui a donc formellement éliminé l'Égypte, a enlevé des rideaux 7-0. Et il faut noter donc, comme je vous le disais, le Cameroun et le Kenya vont donc défendre les couleurs de l'Afrique au mondial du Japon. Ce sera donc en 2018. Mais pour cette finale, à écouter l'entraîneur du Kenya, il est venu à Yaoundé pour le 10e titre. Il ne sera donc pas question de perdre le titre. L'objectif étant de retourner au Kenya avec le trophée. Jean-René Akouno tout à l'heure en conférence de presse a également riposté. Les Lions sont sur une montée croissante. On l'a observé depuis le premier match contre le Botswana. On monte justement en puissance et demain donc on pourra offrir cette toute première scan, ce tout premier trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball dames au Cameroun. Le Cameroun, on l'a dit, est à la recherche de son tout premier titre justement. Et c'est une rencontre de haute facture qui s'annonce donc entre les deux formations. Et l'enjeu est là, le public est une fois de plus convié massivement au Palais des Sports de Yaoundé. D'où la magie des ondes nous permet justement qu'on soit en liaison et en direct de Vision 4. Jean-Jacques.
Et c'est une balade depuis le palais polyvalent des sports et cette brillante qualification, l'équipe nationale du Cameroun de volleyball féminin pour la finale. Demain donc, face à la sélection kenyane, les tenants du titre et les propos de l'entraîneur qui est venu au Cameroun pour remporter un titre supplémentaire. Déjà, les deux formations sont qualifiées pour le mondial du côté du Japon. Et pour rester dans les événements sportifs de ce week-end, cette apothéose de la Coupe d'Afrique de volleyball féminin, mais également l'apothéose du Tour international cycliste Chantal Bia. Ce serait également ce week-end. Déjà, la deuxième grande étape, Yaoundé-Bolova, c'était aujourd'hui. Et Clovis Goumzon Abesolo, le Camerounais, est désormais détenteur du maillot jaune de cette compétition, du moins pour ce qui est de ces 151 km entre Ebolova et Yaoundé. Pour d'autres sujets de sport, voici la fiche sportive du week-end. Maxino Tchabak. La Ligue de football professionnel du Cameroun vient de lancer à l'instant à Douala les couleurs du week-end avec la cérémonie LFPC Award 2017. L'événement qui récompense les meilleurs acteurs du championnat Elite 1 et Elite 2 qui se sont démarqués au cours de la saison. Après les trophées et autres distinctions, pas de repos, retour sur les terrains avec la Coupe du Cameroun qui va livrer ses 16e de finale. Certains matchs se joueront samedi à l'instar des rencontres Douala Athletic, Fovu Club de Baham, au stade municipal de Melon. Puma FC et St. Peters of Boya ont rendez-vous au stade de la réunification à Douala. Le champion du Cameroun Eding Sport de la Liquier se déplace à Bafang pour rencontrer Léopard de Douala. Les autres matchs sont programmés dimanche, à l'exemple des Astres de Douala, Canon sportif de Yaoundé prévu au stade municipal de Bafang. Ou encore Yon Sport Academy qui va essayer de dompter Renaissance de Ngoumou au stade de la réunification à Douala. Et enfin, le suspense au foot du week-end viendra de Lagos au Nigeria. La Confédération africaine de football va choisir qui de l'Éthiopie, de la Guinée équatoriale ou du Maroc pour abriter le CHAN 2018. Certains observateurs voient déjà le Maroc gagner le pari de l'organisation. Le dossier du pays du roi Mohamed VI détient des arguments solides avec à la clé 4 stades prêts. Le week-end va se clôturer avec le Grand Prix cycliste international Chantal Bia qui va livrer sa 4e et dernière étape dimanche avec le parcours Samlima-Yaoundé long de 165 km. L'on découvrira par l'occasion le maillot jaune qui va succéder au Français Martial Roman, vainqueur de l'édition dernière. Sans oublier juste après la finale de la CAN féminine de volleyball au Palais des Sports de Yaoundé. Autre sujet d'actualité, c'est cette révolution désormais dans la réalisation des chantiers routiers pour les municipalités. C'est le parc national de matériel de génie civil, en abrégé MatGénie, qui se met désormais au service des différentes communes du Cameroun avec une approche qui permet aux communes de mieux réaliser ces travaux et à moindre coût. Le lancement de cette initiative, c'était aujourd'hui sous la présidence du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Ndjoumessi Karinokomo. Au Cameroun, les communes ne disposent pas du matériel de génie civil adéquat et d'un personnel aguerri pour conduire efficacement les travaux d'entretien routier dans leurs différentes collectivités. Pour combler ce besoin, le Parc national de génie civil a mis en place une stratégie d'accompagnement des communes dans leur initiative d'entretien routier, la SACIR, officiellement lancée ce vendredi 13 octobre 2017 à Yaoundé. Les allocations qui sont mises à leur disposition seront mieux rationalisées parce qu'ils vont bénéficier de l'expertise de cet établissement, ils vont bénéficier de cette expertise en termes d'équipement, du génie civil, mais aussi de ressources humaines capables de les orienter. En effet, cette stratégie répond à un besoin de rapprocher le matériel de génie civil des communes, mais également de mettre à la disposition des magistrats municipaux toute l'artillerie nécessaire à moindre coût devant leur permettre d'être efficaces dans leur intervention. Pour ce faire, le MatGénie a créé des brigades mobiles d'entretien routier qui seront affectés dans chaque commune durant toute la période de déploiement. Il est question d'amener les brigades dans les communes, juste le temps qu'il est nécessaire pour utiliser les ressources qui sont disponibles à ce moment-là. Une fois que les ressources ont été utilisées à bon escient, eh bien, les brigades vont dans la commune voisine pour faire exactement le même travail. Et pour les magistrats municipaux, cette initiative vient à point nommé. Le MatGénie est la seule société, il faut le dire, qui a les capacités et le professionnalisme nécessaires pour nous aider, n'est-ce pas, à faire l'entretien des routes. À travers cette action, le MatGénie entend ainsi alléger la tâche aux exécutifs communaux afin d'améliorer la qualité de nos routes ainsi que les conditions de vie des populations.
Parlons sécurité à présent avec cette révolution dans le cadre de la surveillance maritime. Ce sont les centres opérationnels de surveillance côtière qui sont désormais inaugurés et opérationnels. Le lancement, c'était aujourd'hui à Douala sous la présidence du ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Joseph Betty. À son moment, à terme, ces équipements vont permettre aux forces de défense d'assurer une meilleure surveillance et de lutter efficacement contre la piraterie maritime. Michel Siré-Tchungui. C'est une avancée notable que vient de connaître la surveillance maritime au Cameroun avec des centres opérationnels de surveillance côtière dont le démarrage officiel de l'exploitation a été lancé ce vendredi par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Il s'agit d'un système composé d'appareils sophistiqués. Des senseurs, radar, AIS, techniques, mais nous avons des senseurs qui nous permettent d'aller observer notre espace maritime, de collecter des informations, de les rapatrier à Douala et de les analyser et ensuite donc de conduire nos opérations. Contrairement à l'ancien système qui ne permettait pas d'avoir des données exactes, ce nouveau apporte un changement dans la conduite des opérations. On a décentralisé en fait nos moyens. On a déployé un centre de surveillance à Kribi qui permettra donc de piloter nos opérations dans la zone sud. À Douala, nous avons bien sûr un centre, celui qui a reçu la visite des autorités ce matin. À Limbi, nous avons également le même. Et les 3 centres sont interconnectés. Donc, on a quand même la capacité depuis Douala de piloter tout. Il faut dire que les centres opérationnels de surveillance côtière ont été montés avec l'appui des États-Unis. Un appui qui s'étend dans la formation. Nous avons sélectionné quelques candidats qui avaient des potentiels qui nous semblaient. Donc, ils ont été formés sur place par une équipe venue des États-Unis. Et nous avons d'ailleurs prévu que cette formation continue et il y en aura certainement quelques-uns parmi qui vont certainement aller aux États-Unis suivre des formations encore plus approfondies. Donc. Dans son allocution, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, demande d'utiliser minutieusement ces appareils qui permettront de limiter la piraterie maritime qui sévit dans le golfe de Guinée. Il faut dire que l'étape de Douala a suivi celle d'hier. Le ministre de la Défense était à Buea dans le cadre de l'évaluation du système de sécurité pendant la crise dite anglophone. Et il a rappelé aux uns et aux autres l'état de veille mené par les pouvoirs publics. Dans le cadre de la prévention également, allons parler des catastrophes naturelles. En cette journée consacrée à la lutte contre les catastrophes naturelles, la République centrafricaine développe également son idéologie et ses technologies. Le pays a connu également, comme la planète, les menaces et des attaques liées à ces catastrophes avec des conséquences, des inondations, pertes de bétail, dégâts dans l'agriculture, propagation des maladies entre autres, même si au niveau de la terminologie, là-bas du côté de Bangui, on préfère ne pas parler de catastrophes naturelles, mais plutôt de calamités naturelles. Amourazawana. Si le globe terrestre est en train de connaître des ébranlements de son existence, avec de nombreuses catastrophes naturelles que l'on enregistre chaque année, la République centrafricaine n'est pas en marche. Sauf qu'ici, les environnementalistes préfèrent leur donner un nom. Il n'y a pas de catastrophe naturelle ici en Centrafrique. En Centrafrique, il y a les calamités. Loin des ouragans, séismes, fonte des glaciers, le Centrafrique ces 10 dernières années a néanmoins connu des grandes perturbations, engendrant parfois des grandes inondations, la perte des bétails, la sécheresse et surtout la prolifération des maladies. En Centrafrique, qui sont les perturbations des cycles, l'augmentation de la température, diminution de la pluviométrie dans certaines régions, quoi. Pour éviter ces impacts négatifs causés par ces phénomènes naturels, les mesures de riposte ont été envisagées par l'État centrafricain. Ici, au niveau du ministère, chaque année, on plante, il y a une journée nationale de l'arbre, dont on plante les arbres dans certaines régions qui n'y a pas beaucoup de grands arbres. Ça peut aussi stopper le vent violent qui peut venir d'un moment à l'autre. À l'occasion de la journée mondiale de prévention des catastrophes naturelles, à Bangui, comme dans ses environs, aucune activité visible. Mais reste qu'en dehors des mesures de riposte déjà entreprises, plusieurs campagnes de sensibilisation et de conscientisation à l'endroit des populations sur les bonnes pratiques et comportements respectueux de l'environnement
afin de garantir un avenir meilleur de la vie dans les communautés en République centrafricaine. La menace étant globale, la riposte se veut également globale. Et c'est Brazzaville, la capitale congolaise, qui a été choisie pour la riposte de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Plusieurs ministres, plusieurs organismes et institutions chargés justement de la prévention des catastrophes se sont mobilisés là-bas. Il est question pour la CEAC de donner le ton et d'essayer de lutter efficacement contre ces catastrophes naturelles. Jean-Pierre Noah. Les troisièmes conférences ministérielles conjointes sur la réduction des risques des catastrophes sur la météorologie viennent de se tenir au Congo-Brazzaville. Une rencontre importante au regard des enjeux. L'événement de ce jour s'inscrit de ce fait dans le droit fil de la stratégie Afrique centrale de prévention des risques, de gestion des catastrophes et d'adaptation au changement climatique, instrument de mise en œuvre de sa politique générale en matière environnementale et de gestion des ressources naturelles, notamment dans les axes stratégiques susvisés. Il y a lieu de rappeler à cet effet que la deuxième conférence ministérielle sur la réduction des risques de catastrophes qui s'est tenue au mois d'octobre 2015 à Kinshasa avait adopté les recommandations de la 4e plateforme Afrique centrale pour la réduction des risques de catastrophes. Et rien que ça. Mais la croissance économique, le changement climatique et d'autres phénomènes observés à l'échelle continentale, principalement dans la CEAC, entraînent une augmentation de la fréquence et de la gravité des catastrophes et même des situations d'urgence. Le continent reste vulnérable et 90% des phénomènes catastrophiques naturels sont de nature hydrométéorologique. Il existe un lien très étroit entre la catastrophe ou les catastrophes naturelles et la météorologie. L'accroissement fulgurant de la démographie en Afrique, l'exploitation non durable de ressources naturelles, la persistance des pratiques atropiques peu respectueuses de l'environnement. Le Congo, pays hôte de la rencontre, sait que la région de l'Afrique centrale et même de la CEAC a toujours connu des catastrophes naturelles dues au changement climatique. La rencontre de Brazzaville doit donc mettre sur pied des mesures susceptibles de limiter les dégâts des catastrophes naturelles en Afrique centrale. Des nouveaux équipements inaugurés aujourd'hui à Douala par les soins du ministre délégué à la présidence en charge de la défense. Il s'agit dans ce renforcement du système de surveillance maritime, des équipements nouveaux et sophistiqués, comme vous pouvez déjà le voir dans ces images. Le Cameroun entend ainsi mieux s'équiper pour la protection de sa partie maritime. Et puis les élections sont annoncées au Gabon, les législatives, et on apprend justement que la coalition d'opposition n'est pas défavorable quant à sa participation à ce scrutin. Jean Ping pourrait prendre part à ces différentes élections après naturellement les blocages et autres observés pendant la présidentielle, ce qui devrait annoncer au Gabon des chaudes empoignades autour de ces législatives. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Du sport à l'ouverture de cette édition du journal, avec d'abord la qualification de l'équipe nationale du Cameroun féminine pour la finale de la Coupe d'Afrique de volleyball qui se joue ici à Yaoundé. Les Lions viennent de remporter leur match de demi-finale face à la sélection sénégalaise. On aura dans les toutes prochaines minutes en direct du Palais Polyvalent des Sports, Étienne Mbala. Mais avant cela, vous le savez désormais, Rigobert Sombanak n'est pas mort. De folles rumeurs et de fausses informations circulent depuis quelques heures à travers les réseaux sociaux annonçant le décès de l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, actuellement entraîneur de la sélection A' du Cameroun, cette sélection qui prépare d'ailleurs la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations. Le Chan Rigo est bel et bien en vie et en bonne santé. Il participe d'ailleurs à la préparation de son équipe, mais également aux activités liées au tennis. Nos confrères de Vox Africa sont rentrés par téléphone en contact avec Rigobert Sombanak, d'abord amusé, mais qui en arrive à condamner quand même cette attitude, tout en nous présentant le plan de préparation de la sélection A' du Cameroun. Je propose d'écouter Rigobert Sombanak dans cet entretien obtenu par nos consoeurs de Vox Africa.
Major, je préfère te dire que ça ne peut que me faire rigoler. Parce que je dis, je suis moi aussi, c'est les mêmes informations que j'ai comme toi. Alors, un mort, je pense pas qu'un mort peut parler. Donc, je suis moi aussi très étonné d'apprendre cette situation depuis ce matin. Donc, non, c'est pour dire qu'il faudrait que les gens arrêtent si c'est une façon de s'amuser à dire des choses sans qu'ils aient des preuves. Il faut faire très attention parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Si c'est une mauvaise façon de pouvoir communiquer, je pense que ça vaut la peine de se rapprocher des gens qui ont plus d'informations et de faire connaître exactement de quoi il s'agit. Pour le moment, je suis en pleine préparation de mon chant, donc je prépare un stage qui commence le 22 de ce mois jusqu'au 13 du mois prochain. Donc j'ai un championnat très important. Donc avec la grâce de Dieu, je pense qu'on va pouvoir faire un résultat positif pour la Coupe d'Afrique des Champions. Voilà donc pour ce qui est de l'information, Rigobert Sombanak est en super forme pour utiliser une expression sportive. Le sport, c'est cette brillante qualification de l'équipe nationale de volleyball féminin face à la sélection sénégalaise il y a de cela quelques minutes au Palais Polyvalent des Sports. On parle de 3-7-0, victoire avec panache. Pour cette finale, Étienne Bala a suivi cette rencontre depuis le Palais Polyvalent des Sports. On va tenter de le joindre. Étienne Bala, c'est donc une qualification obtenue par l'équipe nationale du Cameroun. Quelle est l'ambiance actuellement au Palais Polyvalent des Sports? Donc, une brillante qualification des Lions indomptables du Cameroun de volleyball de 3-7-0. C'est une ambiance surchauffée ici même, c'est la fête avec l'ensemble des Lions et le public qui a répondu massivement dans cette autre rencontre des demi-finales. C'était la deuxième justement puisqu'en levée des rideaux, le champion en titre, le Kenya, justement a fini avec l'Égypte sur le même score de 3-7-0 également, les Lions indomptables du Cameroun. Et du coup, il fallait 2 tickets, notamment pour le prochain mondial qui va se tenir donc au Japon en 2018. Les Lions en feront donc bel et bien partie avec notamment le Kenya, les 2 représentants africains. Le Congo a également son bateau médicalisé. Il a costé à Pointe-Noire il y a cela 3 jours. L'équipement est chinois, 600 médecins et infirmiers qui vont pendant quelques jours s'occuper de la santé des Congolais. Milliers de patients attendus. Le commandant de ce bateau humanitaire a été reçu en audience par le président Denis Sassou Nguesso du côté de Brazzaville. Pascal Ngandiaï. Le vice-amiral Gwen Bailing, commandant du bateau hôpital Arche de Paix qui vient d'accoster au port de Pointe-Noire dans le cadre de l'opération Harmonie 2017, a traduit auprès du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent depuis plus d'un demi-siècle le Congo et la Chine populaire. Aujourd'hui, matérialisé à travers des services médicaux et humanitaires gratuits que les 600 membres des équipes médicales chinoises, toutes spécialités confondues, à bord de son navire hôpital, vont administrer jusqu'au 18 octobre prochain à des milliers de patients congolais. Cette présence du navire hôpital Arche de Paix au port de Pointe-Noire traduit là l'engagement des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et Xi Jinping de Chine dans le cadre de la coopération stratégique globale entre les 2 pays. C'est un voyage pour concrétiser notre coopération, porter à un niveau plus élevé notre amitié, rendre plus forte notre solidarité. Plus de 6000 consultations sont attendues à bord de ces navires équipés de matériel médical de haute technologie et à l'expérience très riche pour avoir parcouru plusieurs continents. À l'endroit de tous ces patients, nous allons organiser des consultations, nous allons faire des opérations pour des patients qui demandent un long traitement ou un traitement après opération. Nous allons les confier à des structures hospitalières de ce pays basées à Pointe-Noire. Après notre départ, nous allons rester en échange avec les professionnels de la santé de ce pays pour assurer une bonne suite. Rappelons que la République populaire de Chine est l'un des principaux partenaires du Congo dans de nombreux domaines, dont celui de la santé publique.
Les femmes parlementaires de la francophonie, à travers le réseau des femmes parlementaires de la francophonie, sont à Yaoundé depuis quelques jours. Vous le savez certainement, dans le cadre d'un projet vaste d'autonomisation économique de la femme. Cette autonomisation qui passe également par le système d'informatisation avec l'accès au TIC. À l'Assemblée nationale du Cameroun, l'arrimage des femmes en informatique était au menu au cours d'un atelier du réseau des parlementaires de la francophonie. Il entend mettre sur pied des moyens de faciliter l'apprentissage des TIC aux femmes à l'effet de réduire la fracture numérique entre hommes et femmes, avec pour exemple l'IAI, l'Institut africain d'informatique Cameroun, qui a exposé sur le succès des opérations bien connues au Cameroun, l'opération 100 000 femmes ou alors l'opération BIGEF 2035 qui connaît déjà un énorme succès. Florent Zanga. Le réseau des parlementaires francophones veut réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes en Afrique francophone. Ils ont échangé sur les moyens pouvant permettre la facilitation de l'accès des femmes au TIC, majoritairement réduite par rapport aux hommes. Elles ont besoin de maîtriser l'outil informatique et les réseaux sociaux. Cela leur permet de fidéliser leur clientèle électorale, d'être en contact avec cette clientèle et surtout même d'avoir la possibilité d'être informé de ce qui se passe autour d'elles. Malgré les efforts fournis par les différents pays, la fracture numérique s'amplifie plutôt que de diminuer entre les hommes et les femmes, surtout avec la pauvreté ambiante qui frappe certains de ces pays. Et nous avons quand même les régions du nord du Mali qui sont des régions qui sont en crise. Les opportunités sont fermées pour les femmes parce qu'il y a des zones où l'État n'existe plus. Il y a aussi des zones où les ONG partenaires qui nous aidaient à faire l'alphabétisation des femmes ont quitté. Donc c'est quand même une difficulté à laquelle nous devons faire face. Le numérique est un vecteur de réduction de la pauvreté et peut permettre à la femme de s'autonomiser. L'Institut africain d'informatique, branche du Cameroun, l'a compris depuis les années 2000 et a mis sur pied plusieurs programmes visant à arrimer les femmes et les jeunes au TIC à travers l'opération 100 000 femmes et MIGEF 2045 en cours. À côté de la formation à l'utilisation de l'outil informatique, qui est également une initiation à l'entrepreneuriat et une initiation à la citoyenneté. Cela permet à ces femmes, lorsqu'elles sont formées, de ne pas déraper, de rester dans la juste cause de l'utilisation de l'outil informatique. 2 opérations à succès avec une forte implication